Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, parmi lesquels je salue tout particulièrement mon ancien président, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les représentants des barreaux étrangers, Mesdames et Messieurs les présidents et bâtonniers, mes chers confrères. Après la chute du communisme, le droit a progressivement repris sa place en Pologne. Et à côté des avocats, des conseils juridiques sont apparus, certains exerçant à titre libéral, mais aussi dans les entreprises et même au sein de l'administration. L'idée de créer une profession unique, dont la force assurera l'indépendance, dotée d'une déontologie exigeante, regroupant tous les juristes, quel que soit leur mode d'exercice, est actuellement discutée. Le débat est intense, car chacun craint de perdre son identité et s'interroge sur le nom à donner à la nouvelle profession. Afin de prendre une décision éclairée, les juristes polonais nous ont donc rendu visite pour s'inspirer de notre exemple. Leur ambition va très au-delà de ce que nous avons nous-mêmes réalisé. Car en 40 ans, la profession d'avocat est seulement parvenue en France à fusionner avec les avoués au tribunal, puis avec les conseils juridiques. Certes, le rapprochement avec les conseils en propriété industrielle a été décidé, comme aussi avec les avoués à la Cour. Mais nous continuons de nous interroger sur la possibilité d'exercer en entreprise. Quant à la présence d'avocats indépendants au sein des administrations, nous ne parvenons même pas à la concevoir. Nous avons dû leur avouer qu'un projet de rapprochement entre avocats et notaires venait d'être abandonné, en raison de l'opposition de ces derniers qui jugent les avocats indignes d'accéder à l'authenticité. Nous leur avons appris qu'en France, les avocats n'ont pas plus accès aux cours suprêmes et que cet exercice est réservé à une profession particulière. Nous n'avons pu passer sous silence ni le fait qu'il existait encore chez nous des offices, ni celui que les professionnels formés pour le chiffre n'aspiraient qu'à une seule chose, exercer les métiers du droit. Après nous avoir écoutés, fort poliment, nos hôtes ont décidé de poursuivre leur voyage d'études à Londres. Le puzzle des professions juridiques et judiciaires est né, non d'une réflexion rationnelle, mais des hasards de l'histoire. Et la création des offices doit plus à l'impécuniosité de l'État qu'à une volonté politique claire. La commission Darrois a mis en lumière la nécessité de faire naître en France une véritable communauté de juristes, à l'instar de ce qui existe dans la plupart des pays du monde. Ce sont les entreprises et les particuliers qui sont en dernière analyse les victimes des chevauchements de compétences, mais aussi des incompréhensions et de la méconnaissance réciproque existant entre les professions. Prévoir une formation professionnelle commune, comme le suggère la commission Darrois, n'est donc que le début de la solution. Le Conseil national des barreaux, qui est en charge de la formation des avocats, a depuis longtemps appelé à la mise en place d'une telle formation. Il participera activement à la réflexion et à l'élaboration d'un nouveau parcours de formation. Notre profession y est prête, car elle s'est dotée d'un réseau d'écoles efficace, en dépit du désengagement de l'État. Tout projet de formation commune devra tenir compte de cet acquis. La Commission a formulé d'autres recommandations pour favoriser la collaboration entre avocats et notaires. La réforme du décret de 1998 qu'elle suggère rendra plus facile les interventions sur un même dossier. Elle facilitera les relations entre ces deux professions et bénéficiera aux consommateurs de droit en limitant les coûts qu'ils ont à supporter.
Nous sommes également prêts à examiner les voies de l'interprofessionnalité qui peut permettre d'assurer de meilleurs services. Mais il faudra plus pour répondre aux besoins des usagers du droit. Il y a plutôt trop de droits, écrivait déjà le doyen Carbonnier il y a 40 ans. L'accumulation de règles semble ne générer que la complexité. La multiplication des lois non suivies d'effets va même jusqu'à provoquer, selon le sociologue Raymond Boudon, une sorte de brouillage des grands principes de la démocratie. Aussi faut-il légiférer différemment pour assurer à tous la sécurité juridique. Les réformes que nous attendons ont pour objet non de compliquer le droit, mais de le rendre plus lisible, non de créer la confusion, mais de la dissiper, non d'éloigner, mais de rapprocher nos concitoyens de leur justice. Contrairement à ce que certains avancent, les besoins des usagers du droit sont connus. Les usagers du droit ont besoin d'être mis à l'abri des contestations inutiles et d'être rassurés sur l'efficacité et la validité des conventions qu'ils passent. Les usagers du droit ont besoin d'une meilleure information que la multiplication à l'infini des mentions obligatoires dans les actes juridiques n'est pas parvenue à leur apporter. Et si ces besoins indéniables existent, s'ils ne cessent pas d'augmenter, c'est parce que les outils juridiques qui existent aujourd'hui, l'acte sous seing privé et l'acte authentique, sont insuffisants. Le devoir des professionnels du droit est donc de concevoir des solutions juridiques nouvelles. Accroître la sécurité juridique, prévenir les conflits, renforcer la place du droit par un meilleur respect des conventions, tels sont les buts que permettra d'atteindre l'adoption de l'acte contresigné par avocat. C'est l'objet de la proposition déposée par le député Étienne Blanc, qui s'est opportunément emparé d'une des préconisations du rapport Darrois. Il s'agit de conférer au contreseing de l'avocat des effets juridiques concrets. En premier lieu, sa présence attestera de ce que l'avocat aura éclairé là où les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de ses engagements. En second lieu, l'acte contresigné sera tenu pour légalement reconnu au sens de l'article 1322 du Code civil. Sa force probante sera donc renforcée. Après s'être opposé à l'idée un instant caressée d'une fusion entre avocats et notaires, ces derniers ont exprimé la crainte que ne naisse une confusion dans l'esprit du public entre l'acte contresigné par avocat et l'acte authentique. C'est donc pour prévenir ce risque, sans cesse mis en avant, qu'il doit y avoir un acte d'avocat comme il y a un acte de notaire. Seul le second bénéficiera de la force exécutoire, différence irréductible. Les rapprochera en revanche la sécurité juridique qu'apporte l'intervention d'un professionnel du droit. Elle n'est pas attachée à un statut, elle est la conséquence d'une compétence juridique acquise dans l'exercice du droit à titre principal. Les avocats sont les premiers rédacteurs d'actes. Ils composent la première et la plus nombreuse des professions juridiques. Ils sont les seuls à intervenir effectivement dans tous les domaines du droit, les seuls aussi qui puissent à la fois conseiller et, le cas échéant, défendre devant les juridictions. Les effets en termes de renforcement de la sécurité juridique seront donc à la hauteur de l'importance numérique des avocats et du rôle qu'ils jouent dans toutes les opérations juridiques. Instaurer l'acte d'avocat, c'est en même temps, par effet de contagion, renforcer la place du droit et assurer l'effectivité des lois et des règlements. Comme le souligne également Étienne Blanc, en donnant une force particulière aux actes des avocats français, le législateur favorisera l'exportation du droit français et la défense du droit écrit. Une défense qui repose exclusivement sur la présence des cabinets d'avocats partout dans le monde. Aux effets positifs déjà énumérés
il faut en ajouter un autre. L'instauration de l'acte d'avocat permettra au grand public de mieux appréhender le rôle exact de la profession d'avocat et l'intérêt que peut représenter son assistance en dehors de tout conflit ouvert. La procédure participative y contribuera également. Pour autant, le premier objectif de ce que l'on a nommé la procédure participative de négociation assistée par un avocat reste de rapprocher nos concitoyens de leur justice. La proposition de loi du sénateur Béteille a repris cette recommandation issue du rapport de la commission Guinchard. Il s'agit pour les parties, assistés de leur avocat, agissant dans le cadre d'une convention respectant le principe du contradictoire et dans l'ombre portée du juge, de rechercher une solution à leur litige. Pour nos concitoyens, il y a là l'occasion de participer directement, en pleine conscience de leurs droits et de leur situation juridique, à l'élaboration d'une solution sans que soit mis en cause leur droit d'accéder au juge, qui donnera force exécutoire à leur accord ou qui tranchera les points restés en litige. Le respect en la justice en sera renforcé et les risques de conflits ultérieurs réduits. Cette réforme aussi permettra de faire comprendre qu'en toutes circonstances, les avocats peuvent accompagner la construction de solutions juridiques sécurisées. La proposition de loi du sénateur Béteille nous intéresse encore parce qu'elle consacre la fusion entre avocats et CPI. Ce projet, approuvé par la commission Darrois, a pour objectif de créer une grande profession de la propriété industrielle à la hauteur des enjeux considérables de ce secteur. Le principe de cette fusion a été voté en termes identiques par les organismes représentatifs des deux professions, après des débats longs et complets. Elle a été votée par le Sénat, mais n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les éclaircissements que vous pourrez nous donner sur l'avenir de ce texte, comme aussi sur celui de la PPL Blanc, sont donc très attendus. Il y a en effet plus urgent à nos yeux que la loi de fusion entre avocats et avoués qui n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2011. C'était pourtant le seul texte qui avait trouvé sa place dans le calendrier parlementaire. Le projet de loi comporte une disposition singulière. Il s'agit de permettre aux avoués d'exercer, dans l'intervalle qui séparera le vote de la loi de son entrée en vigueur effective, non seulement leur métier d'avoué, mais aussi celui d'avocat. Une telle disposition romprait l'égalité entre les avocats en créant des avantages concurrentiels injustifiés. L'alternative est simple. Ou cette mesure permettra effectivement aux avoués de se constituer artificiellement une clientèle, et elle est inacceptable, ou elle sera sans effet, et elle est inutile. Dans les deux cas, elle n'a pas sa place dans le projet de loi. J'ai cru comprendre qu'il était devenu depuis hier facile de le modifier. La réforme a été annoncée avec brutalité. Des avocats aussi ont été victimes de la même brutalité lors de la réforme de la carte judiciaire. L'indemnisation des avoués est légitime dès lors qu'il appartient à l'État de racheter les droits dont il s'était dessaisi. Elle sera sans commune mesure avec celle accordée aux avocats des barreaux supprimés. La profession des avocats ne tirera aucun avantage particulier de la disparition des avoués, qui se fait dans l'intérêt exclusif du justiciable. Elle n'a donc pas à supporter, par le jeu de la période transitoire, la charge d'une deuxième indemnisation. Ce serait d'autant plus injuste que ce sont les avocats qui devront supporter le coût des adaptations nécessaires de la procédure d'appel. Car il ne s'agira pas seulement d'une procédure sans avoué, mais aussi d'une procédure entièrement électronique. Et c'est le Conseil national des barreaux, et donc l'ensemble des avocats, qui finance les développements informatiques indispensables, comme il l'a déjà fait lors de la mise en place de la communication avec les tribunaux. Quant au coût de la communication électronique, il est supporté intégralement par les cabinets et par les ordres.
D'ici à la fin de l'année, plus de 10 000 avocats auront adhéré au RPVA. Pour ce déploiement d'une ampleur inégalée, la profession d'avocat n'a pas bénéficié d'aides comparables à celles qui ont accompagné la mise en place de la carte vitale. Des mesures simples permettraient de réparer ce que nous ressentons comme une injustice. Une même valeur doit être reconnue rapidement à la communication papier et à la communication électronique, de façon à simplifier et non à compliquer la tâche des avocats. Un droit de procédure doit par ailleurs être instauré pour compenser les coûts supportés par les cabinets. Nos certificats doivent être reconnus par l'ensemble des administrations et l'accès à des fichiers essentiels, comme celui du cadastre ou celui des hypothèques, doit nous être ouvert. Le rapport Darrois a aussi tenté de répondre à une question qui donne lieu à des débats particulièrement vifs, celle de l'exercice de la profession d'avocat en entreprise. S'il est si important de faire progresser partout la culture du droit, et si cette tâche doit d'abord être confiée aux avocats, ne faut-il pas dès lors leur permettre d'exercer en entreprise? C'est ce que suggère la commission Darrois. Le renforcement de la place du droit qui en résulterait ne peut échapper à personne. Cette évolution va dans le sens des efforts de la profession pour étendre ses champs d'activité, faire comprendre que son rôle n'est pas limité à l'activité judiciaire et reprendre, dans le domaine du droit des entreprises, la place perdue au détriment des juristes par accessoire. Il faut donc des raisons solides pour refuser une réforme qui paraît conforme à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt de la profession. La Commission a examiné les principales objections. Elles sont de deux ordres: la crainte pour l'unité de la profession, la crainte économique. Elle a proposé des solutions, elle a formulé des suggestions. La question sera abordée par le Conseil national des barreaux lors de son assemblée générale du mois d'octobre. Le rapport d'étape, établi à cette occasion, sera mis à la disposition de toute la profession pour nourrir la réflexion et permettre le débat. Il appartiendra ensuite à notre Assemblée, dans la logique du fonctionnement de toute instance représentative, de se prononcer pour ou contre cette évolution majeure. Notre Assemblée a la même légitimité pour intervenir chaque fois que sont en jeu les libertés publiques. Le Président de la République a dressé au mois de janvier le constat des carences de notre procédure pénale. La justice pénale est avant tout une affaire de principe, observe François Saint-Pierre dans son récent essai « Avocat de la défense ». Les principes sur lesquels repose notre justice pénale sont directement issus du Code d'instruction criminelle de 1808. Ils ont été conçus à l'apogée de l'Empire, peut-être le régime le plus autoritaire qu'ait jamais connu notre pays. Avec le temps, pas loin quand même, avec le temps, l'attachement au modèle napoléonien a fait passer notre pays du rang de modèle à celui de repoussoir. Tous les pays qui nous avaient copiés ont abandonné progressivement cet exemple dépassé. Ratifier la Convention européenne des droits de l'homme impliquait de rompre avec cette tradition. Faute de l'avoir fait, les réformes qui se sont succédé à un rythme de plus en plus rapide n'ont permis ni d'éviter les condamnations de la Cour de Strasbourg, ni encore des crises de plus en plus aiguës. Il n'existe pas aujourd'hui d'autre solution que de construire une nouvelle justice pénale qui repose sur les principes énoncés par la CEDH. Mais la commission Léger s'est contentée de formuler une série de propositions sans rompre clairement avec des principes anciens, ni sans en formuler de nouveaux. Il n'y a rien de choquant à ce que l'organe de poursuite soit hiérarchiquement subordonné au pouvoir exécutif, en charge de la mise en œuvre
de la politique pénale décidée par la représentation nationale. Mais il n'est pas possible de conférer à l'autorité de poursuite l'intégralité des pouvoirs d'enquête sans l'assurance que celle-ci sera menée en toute indépendance et sans que la défense ne soit dotée de moyens suffisants pour assurer l'équilibre de la procédure. Rien ne saurait remplacer la présence de telles dispositions, car il n'existe aucune autorité qui puisse valablement garantir qu'en tout temps et en tout lieu, le pouvoir politique s'abstiendra de toute intervention sur le cours des enquêtes. On ne peut pas non plus, après avoir constaté l'incapacité du juge d'instruction d'enquêter à charge et à décharge, présumer que l'autorité de poursuite sera mieux placée pour y parvenir. Au demeurant, cette discussion a déjà eu lieu. Elle a été clôturée par Locke et Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. C'est donc une nécessité absolue dans le système pénal comme dans le système politique de répartir et d'équilibrer les pouvoirs. Il faut attendre la page 31 d'un rapport qui n'en compte pas 50 pour trouver, sous la plume des auteurs du rapport Léger, les termes de « procès équitable ». Ils y figurent 2 fois en tout et pour tout. Et pourtant, rien ne peut ni ne doit être entrepris dans cette matière sans que soient prises en considération les exigences d'une société démocratique, d'un véritable État de droit, écrit le recteur Guinchard. La procédure pénale doit se donner pour but de garantir la sûreté des personnes, leur liberté et leurs droits, en leur assurant un procès équitable. Les droits de la défense doivent enfin être vus et protégés comme relevant de la sphère des libertés publiques, et tous les acteurs du procès doivent s'attacher à en assurer le respect. Cet effort doit se poursuivre à l'audience, au cours de laquelle le juge doit être placé en position d'arbitre. L'exigence d'impartialité n'est pas conciliable avec la nécessité de mener l'instruction à l'audience. Le rapport Léger ne peut donc constituer ni l'aboutissement, ni même le point de départ de la réflexion. Il faut désormais repartir des droits de la défense et vaincre cette vieille idée qu'il n'y a pas de procédure pénale efficace, qu'en l'absence des avocats. C'est une idée qui vient de loin. Thomas More, au début du XVIe siècle, avait ainsi envisagé une procédure sans avocat. On s'épargne des détours et la vérité se laisse plus facilement dégager. Car lorsqu'un homme parle sans qu'un avocat lui ait soufflé des artifices, la sagacité du juge saura peser le pour et le contre et protéger les cœurs un peu trop simples contre les sophismes des fourbes. Vous riez, mais ce sont sur des arguments presque identiques qu'a été décidé il y a quelques jours à peine la limitation de l'intervention des avocats à l'occasion du vote de la loi Hadopi II. Il est vrai qu'un autre argument a aussi été avancé. On craignait de devoir indemniser les avocats intervenant pour les internautes éligibles à l'aide juridictionnelle. Intolérable perspective. N'aurait-il pas mieux voulu mettre un frein à un processus qui conduit à compter aujourd'hui en France plus de 10 000 incriminations dont la très grande majorité n'est jamais utilisée. Le contentieux pénal représente aujourd'hui 43% des admissions à l'aide juridictionnelle et les réformes pénales amèneront probablement un accroissement sans précédent de ce chiffre. C'est probablement la raison pour laquelle le président de la République, le 26 août, a fait figurer le financement de l'aide juridictionnelle
parmi les priorités immédiates. L'engagement de l'État doit rester la pierre angulaire du système et le rapport Darrois n'a pu que prendre acte de cette nécessité. Nous ne pouvons en revanche adhérer à l'idée qu'il appartiendrait aux professionnels de financer l'aide juridictionnelle au-delà de ce qu'ils font déjà. Car aujourd'hui, c'est bien sur la profession d'avocat que repose le poids d'un système ayant atteint depuis 2006 son point de rupture, d'après le rapport du Luard. Si des financements complémentaires doivent donc être recherchés, c'est en taxant certaines activités juridiques qu'ils pourront être rassemblés et non pas en demandant aux avocats de payer pour leurs clients afin de percevoir une rémunération. Le service public de l'aide juridictionnelle dispose d'un budget de l'ordre de 300 millions d'euros pour financer près d'1 million d'admissions. L'indemnisation moyenne de l'avocat s'établit donc à 300 € environ. Sans assurer aux avocats des rémunérations sensiblement supérieures, le service privé de la protection juridique couvre 40% des ménages et collecte annuellement 700 millions d'euros. Mais il ne prend en charge que 250 000 sinistres qui ne donnent lieu qu'à 60 000 contentieux, la plupart des assurés ignorant jusqu'à l'existence de la couverture souscrite. La participation de la protection juridique à l'accès au droit doit être portée d'urgence à la hauteur des prélèvements opérés sur les assurés. Les retouches apportées par l'Assemblée nationale à la loi pénitentiaire sont également critiquables. L'abandon du principe de l'encellulement individuel ne peut être vécu que comme un grave recul. Certes, son inscription dans les textes depuis 1875 n'a pas suffi à le faire rentrer dans la réalité. Mais à qui la faute? Sur les 13 200 places nouvelles, dont la construction a été lancée par Dominique Perben, 31% étaient des cellules collectives, alors que le principe d'encellulement individuel venait d'être réaffirmé. Et c'est remplacer un dogme par un autre que d'affirmer le principe du libre choix sans se donner davantage les moyens de le garantir. Lors de la consultation de 2006, 84% des détenus ont en effet demandé à bénéficier de l'encellulement individuel. C'est avec faveur, en revanche, qu'il faut accueillir l'élargissement du contrôle de la constitutionnalité des lois. Il renforce la cohérence de notre système juridique, dont la Constitution est la clé de voûte. Cette réforme met fin à une anomalie et marque un tournant dans la défense des libertés publiques. La Cour de cassation et le Conseil d'État ont reçu la mission de filtrer les questions devant être soumises au Conseil constitutionnel. L'expérience a toutefois montré, dans les pays qui ont choisi cette solution, que le filtre avait tendance à se transformer en barrage, la Cour suprême étant en pratique privée de son pouvoir de contrôle de la Constitution. Les avocats joueront un rôle essentiel, puisque c'est devant les juridictions de droit commun que sera d'abord posée la question de constitutionnalité. Ils pourront également assister leurs clients devant le Conseil constitutionnel au cours d'audiences publiques. Il n'y a, en revanche, aucune raison pour que lors de l'examen préalable de la question posée par la Cour de cassation ou le Conseil d'État, les justiciables soient mis dans l'obligation de recourir à un avocat au Conseil. Cette obligation, qui renchérirait la procédure, ne se justifie pas dès lors qu'il ne s'agira pas, comme dans les procédures ordinaires, de soutenir un moyen de cassation, mais seulement de soutenir une question déjà soulevée. Il serait assurément paradoxal de conforter un monopole au moment où l'on doit débattre de son existence même. C'est facile. Comme le démontre le long parcours que nous venons de parcourir
et aussi l'ouverture du contrôle de constitutionnalité, les efforts pour parvenir à améliorer notre système juridique et l'adapter aux exigences d'une société démocratique, celle du XXIe siècle, ne sont pas encore achevés. Personne, mieux que les avocats, ne peut conduire et accompagner ce mouvement pour plus de justice et de liberté.